Je m'appelle Antoine Dubois. À l'époque, mon appartement parisien valait des millions, ma vie semblait blindée. J'ai cru que ma fortune me mettrait à l'abri des soucis ordinaires. Mais elle a juste attiré d'autres prédateurs. J'étais aveuglé par le chagrin, ne voyant pas que le vrai danger n'était pas mes fils turbulents. La trahison, parfois, ne se cache pas là où on l'attend, et des millions, ça attise bien des convoitises. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Antoine Dubois. J'ai aujourd'hui passé la soixantaine. J'ai longtemps cru qu'élever mes enfants suffirait à combler ma vie, qu'il n'y aurait plus rien à regretter. Mais un jour, j'ai compris que certaines choses, on ne les reçoit pas toujours en retour, même quand on les donne de tout son cœur. Il y a quelques années de cela, j'étais un homme de 40 ans, autrefois un journaliste d'investigation réputé. J'avais fait face à des seigneurs du crime, démasqué des fonctionnaires corrompus, et couvert des zones de guerre. Rien dans ma carrière ne m'avait préparé à la réalité d'être un père célibataire, naufragé dans le sillage du deuil. Je me tenais là, dans mon vaste penthouse du 16e arrondissement de Paris, les vitres striées par la pluie fine et brumeuse de la ville. Les lumières de la capitale, floues derrière le verre, semblaient se fondre dans un tableau mélancolique. Je venais de voir partir la 8e personne chargée de s'occuper de mes fils. Une autre professionnelle très qualifiée, autrefois recommandée par l'une des crèches les plus prisées de Paris, s'enfuyant avec la panique dans les yeux et le crissement des roulettes de sa valise sur le marbre. L'appartement retomba dans le silence, à l'exception des éclats de rire qui résonnaient depuis le salon. Lucas et Théo, mes jumeaux de 5 ans, venaient de terminer la construction d'une forteresse en coussin de canapé. Ils hurlaient de triomphe, tels des vainqueurs d'une grande bataille. Je desserrai ma cravate et soupirai. 1 an auparavant, ma femme, Anaïs, une adorable professeure d'art, était décédée subitement d'un anévrisme cérébral. Elle avait laissé derrière elle un vide que je n'arrivais toujours pas à combler. Depuis ce jour, j'avais tout essayé, thérapie, structure, routine. Rien n'avait fonctionné. Chaque nounou que j'engageais finissait par s'enfuir, déjoué ou dépassé par 2 petits garçons en deuil qui avaient appris à tester tout le monde, à ne faire confiance à personne. Mon téléphone vibra. Un message de Cécile, mon assistante, Camille Lévesque, arrivait dans 15 minutes, dernière interview prévue. Je fixai le pari embrumé, ma mâchoire se serra. J'avais l'impression de marcher sur un fil tendu, jour après jour. Mes pas étaient lourds, chargés non pas de fatigue physique, mais d'une lassitude de l'âme. Le souvenir d'Anaïs était partout. Dans le parfum de ses roses sur la table basse, dans les toiles inachevées qu'elle avait laissées dans son atelier, dans les murmures du vent qui passait par la fenêtre du salon, ressemblant étrangement à sa voix. Ce n'était pas un deuil aigu, ce n'était pas la douleur vive des premiers jours. C'était devenu une compagne silencieuse, une ombre persistante qui s'accrochait à chaque coin de mon esprit. Mes enfants. Mes petits Lucas et Théo. Leur rire, si plein de vie, était aussi des rappels constants de ce qu'ils avaient perdu. Je les regardais jouer, courir, construire leur petite forteresse, et je voyais l'absence de leur mère dans chaque recoin de leur innocence. Ils avaient appris à se protéger, à repousser, à ne laisser personne s'approcher de la forteresse de leur chagrin. Et moi? Moi, leur père, l'homme qui avait affronté tant de dangers, j'étais incapable de franchir leur défense. Je me sentais défaillant, vidé de toute ressource parentale. Chaque nounou qui partait emportait un peu plus de mon espoir, me laissant face à un miroir où je ne voyais qu'un échec. La pluie redoublait d'intensité. Les lumières de la ville, autrefois si scintillantes, n'étaient plus qu'une tache floue et indifférente. 15 minutes. Le temps qu'il restait avant la prochaine et dernière tentative. Et si elle échouait aussi? L'idée d'un pensionnat pour mes fils, évoquée par mon avocat, me rongeait. Une déchirure supplémentaire pour ces petits cœurs déjà si meurtris. Un échec de plus pour moi, Antoine Dubois. Camille Lévesque arriva exactement à l'heure, ni en avance, ni pressé. Pas de claquement de talons sur le marbre, pas de tailleur ajusté et strict. Elle portait un jean simple,
un cardigan vert olive, et ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon lâche, quelques boucles douces s'échappant pour encadrer son visage. Je sortis quand j'entendis la sonnette. Elle se tenait là, sans chercher à impressionner, sans serrer un curriculum vitae. Juste un sourire calme et des yeux bleus stables qui semblaient avoir traversé bien des tempêtes sans jamais perdre leur douceur. « Monsieur Dubois, dit-elle la première. Je suis Camille. » Sa voix était grave et chaleureuse, posée. Quand nous nous serrâmes la main, je fus pris au dépourvu par le sentiment de cette poignée. Pas molle, pas excessivement ferme, juste humaine et honnête. « Entrez, dis-je, la menant vers le coin salon. Vous êtes la dernière personne à interviewer sur ma liste. »« Et si je ne suis pas la bonne, demanda Camille, son regard inébranlable. Un pensionnat? La famille élargie? Vous abandonnez? » Je lâchai un rire sec, plus une expiration forcée qu'autre chose. Vous ne fuyez pas les questions difficiles. Seulement quand j'ai besoin de savoir si je peux réellement aider, répondit-elle d'une voix égale. Sa réponse était une lame douce, perçant l'armure de mon cynisme. Camille n'avait pas apporté de curriculum vitae. Au lieu de cela, elle plongea la main dans son sac et en sortit une feuille de papier unique, un contrat manuscrit, une seule page. Pas de promesse de miracle, juste un engagement de 6 mois. Présence sans attente, soin sans condition. Ces mots résonnèrent en moi, étrangement désarmants. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui, dit-elle. Je veux juste rencontrer les garçons. Pas en tant que candidate, mais en tant que personne. Si ça ne semble pas juste, je partirai. Je fixai le papier, puis cette femme qui ne se vendait pas, qui offrait juste une sincérité tranquille. Et quelque chose en moi, quelque chose de gelé depuis 1 an, se déplaça, si légèrement que j'eus à peine le temps de le sentir. D'accord, murmurai-je. Vous commencerez demain. Elle me regarda, puis le silence s'installa entre nous, un silence lourd de sens. Je sentis une chaleur monter en moi, une chaleur inattendue qui me surprit. Je n'étais pas habitué à cette douceur, à cette simplicité. Mon monde, ces derniers mois, n'avait été que tourmente et complications. La chambre est au bout du couloir, dis-je. Désormais, elle est à vous. Ma voix était un peu plus douce que je ne l'avais prévu, presque une invitation. Elle hocha la tête, un sourire infime se dessinant sur ses lèvres. Elle n'avait pas de réaction exubérante, pas de joie débordante. Juste cette calme acceptation qui me désarmait. C'était comme si elle avait déjà vu tout cela, comme si elle avait toujours su que cela se passerait ainsi. Je me demandais alors ce qui m'avait poussé à lui faire confiance. Était-ce la lassitude? L'espoir désespéré de trouver enfin quelqu'un? Ou était-ce cette aura de paix qu'elle dégageait, une paix si palpable qu'elle semblait pouvoir apaiser les tempêtes intérieures les plus violentes? Quelque chose dans son assurance tranquille, dans son refus de se conformer aux attentes habituelles, m'avait intrigué. Elle n'était pas là pour remplir une fonction. Elle était là pour être. Et peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce dont ma famille avait besoin. Camille arriva à 6h45 le lendemain matin, tenant un thermos de café et un petit sac en toile. Pas trop tôt pour paraître désespérée, mais suffisamment tôt pour montrer qu'elle tenait parole. L'ascenseur la porta jusqu'au dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, je n'étais pas là. Seul le chaos l'accueillit. « Je ne veux pas porter cette chemise », criait Lucas. « Théo, tu as pris mon dinosaure », répondait l'autre. « Théo, sors du placard », tout de suite, ma voix tendue résonnait dans le couloir. Des pas martelaient le sol. Quelque chose s'écrasa. Camille entra, refermant doucement la porte derrière elle. Elle suivit le bruit jusqu'à la cuisine où j'étais, échevelé, ma chemise froissée, accroupi près d'une porte d'armoire, tentant de faire sortir Théo, tandis que Lucas renversait une chaise, cherchant un dinosaure kidnappé. « Vous êtes un sauveur », marmonnai-je, passant une main dans mes cheveux. Lucas est en pleine crise. Théo se cache. J'ai une visioconférence dans 40 minutes. Camille ne parla pas tout de suite.
Elle versa du café de son thermos dans 2 tasses et m'en tendit une. Ils ne sont pas difficiles, monsieur Dubois, dit-elle doucement. Ils ont peur. Peur de quoi, répliquai-je, un peu sèchement. Peur de s'habiller pour l'école? Peur que lorsque vous partez pour l'école, vous ne soyez plus là quand ils reviendront, continua Camille. Ma tasse s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. Depuis la mort de leur maman, chaque au revoir semble définitif. Ils ne savent pas si les personnes qu'ils aiment seront toujours là à leur retour, parce que la dernière fois, quelqu'un n'est pas revenu. Je ne répondis pas, mais quelque chose dans mes yeux se déplaça, se resserra. Une prise de conscience brutale me frappa. Camille s'approcha de la porte où Théo s'était enfermé. Elle ne frappa pas. Elle s'agenouilla simplement et parla à voix basse, comme une berceuse. Théo, c'est Camille. J'ai amené un ami avec moi. Il a aussi mal au ventre quand il est inquiet. Il s'appelle Toby. Je pensais que vous pourriez peut-être vous rencontrer. Silence, puis un léger clic. La porte s'entr'ouvrit. Des yeux bruns jetèrent un coup d'œil, se posant sur le petit chiot en peluche aux oreilles tombantes dans les mains de Camille. Il a mal au ventre quand il s'inquiète, dit Camille. Tu penses pouvoir l'aider à se sentir mieux? Théo hocha légèrement la tête. Camille resta assise, ne s'approchant pas. Lucas, entendant son frère, fit une pause au milieu de sa diatribe et s'approcha tranquillement. Et j'irai à l'école si Toby y va, murmura Théo. Et ici Camille est toujours là quand nous reviendrons, ajouta Lucas fermement. Camille me regarda. Pouvez-vous les aider à y croire? Je hochai lentement la tête. Je ne vais nulle part. Et pour la première fois dans le chaos de cette matinée, un calme s'installa, suffisant pour que 2 petits cœurs reprennent leur souffle. Ce matin-là, pour la première fois, Lucas et Théo s'habillèrent pour l'école sans se battre. Pas de larmes, pas de cris, juste la simple promesse de Camille. Je serai là quand vous reviendrez. Et le doux hochement de tête de Théo, le soupir soulagé de Lucas. C'était suffisant. Alors que la porte d'entrée se refermait derrière eux, je restai dans le couloir, stupéfait. « Ah, comment avez-vous fait ça ?» demandai-je. « Je n'ai rien fait, » répondit Camille. « Je suis juste resté. Si cette histoire touche votre cœur, ou si vous avez déjà traversé une peur similaire de la perte, aidez-moi en commentant 1 minute ci-dessous, pour me faire savoir que j'ai toujours des compagnons de route dans ce voyage. Votre présence est ma plus grande motivation, et elle pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul aujourd'hui. Merci. 3 jours passèrent, puis 4, puis 1 semaine. Camille restait, matin après matin, soir après soir, comme si partir n'avait jamais été une option. Elle n'essayait pas d'être leur nouvelle mère. Elle ne prétendait pas que ce qui était perdu pouvait être remplacé. Camille se montrait simplement. Elle construisait des tours de Lego avec Lucas, mais le laissait choisir la hauteur. Elle lisait des livres avec Théo, faisant une pause chaque fois qu'il avait besoin d'espace pour comprendre. Quand il posait des questions sur leur maman, elle ne changeait pas de sujet. Elle disait la vérité avec les mots les plus doux, « Votre maman vous aimait tellement, et un amour comme ça ne disparaît pas juste parce qu'elle est partie. » Un samedi après-midi pluvieux, je revins du marché au son de rire venant de la cuisine. Camille préparait des madeleines, de la farine sur ses manches, ses cheveux détachés, l'odeur du beurre chaud emplissant l'air. Lucas tamisait la farine à côté d'elle, et Théo arrangeait la pâte en petits croissants de lune. Elle a dit, « Les croissants de lune font juste de la place pour quelque chose de nouveau », expliqua Théo, doucement mais avec assurance. Je m'arrêtai sur le seuil, observant une scène que je pensais ne plus jamais revoir. Des rires, de la chaleur, l'odeur de quelque chose qui cuisait, comme si cela avait toujours été là. Camille n'a pas bâti la confiance avec de grands gestes ou des pots de vin. Elle n'a pas essayé de gagner Lucas et Théo avec des jeux tapas à accent graveleuil ou des promesses de contes de fées. Au lieu de cela, elle a commencé par la chose la plus simple. Elle est restée. Elle s'est assise à côté de leur forteresse en coussin sur le sol du salon. Elle ne s'est pas imposée, n'a pas dicté de nouvelles règles. Elle a juste demandé doucement,
Quel était le nom du héros de l'histoire d'hier? Théo la regarda, puis répondit tranquillement, Finn. Camille hocha la tête. Tu penses que Finn est arrivé à temps pour sauver l'ours? Et ainsi, l'après-midi glissa dans leur monde. Camille ne dirigeait pas. Elle suivait, non pas pour réparer, mais pour marcher à leur côté. Au dîner, elle n'a pas forcé les légumes. Au lieu de cela, elle raconta une histoire sur la façon dont elle avait aussi peur du brocoli quand elle était enfant. Et murmura, un peu de fromage rend ça moins terrifiant. Lucas en goûta une bouchée, le visage renfrogné, mais ne la recracha pas. Théo termina tranquillement sa portion sans un mot. Ce soir-là, alors que je regardais mes fils manger sans qu'on ait besoin de les persuader, je me tournai vers Camille. « Qu'est-ce que vous faites ?» Camille sourit. Je les laisse se sentir en sécurité, à leurs propres conditions. Elle lisait des histoires avant de dormir, un livre chaque soir, parfois le même s'il le demandait. Elle ne se pressait jamais, ne sautait jamais de page. Quand Théo demanda un jour doucement, « Avez-vous déjà connu quelqu'un qui n'est pas revenu ?» Camille répondit simplement, « Oui, et j'y pense tous les jours. » Théo ne dit rien d'autre, mais plus tard ce soir-là, il drapa doucement sa couverture sur les jambes de Camille alors qu'elle lisait à proximité. Lucas la testa différemment. Il oublia sa boîte à goûter. Il, accidentellement, renversa du lait, mais Camille ne le gronda pas. Elle lui tendit une serviette, l'aida à nettoyer le désordre, et dit, « Les accidents arrivent. On s'en occupe ensemble. » Petit à petit, les défis de Lucas s'adoucirent et les silences de Théo devinrent moins lourds. La maison, autrefois si pleine de tension, commençait à respirer un air nouveau, plus léger, plus chaleureux. C'était un changement subtil, presque imperceptible, mais pour moi, c'était tout. C'était la vie qui revenait, doucement, pas à pas. Une semaine plus tard, alors qu'il se préparait pour l'école, Lucas lâcha, « Camille, j'ai rêvé que tu faisais des crêpes en forme de requin. » Des requins. Camille haussa un sourcil, un sourire amusé aux lèvres. C'est ambitieux, mais je peux essayer. Et si on disait dimanche? Lucas demanda, les yeux incertains mais pleins d'espoir, dimanche. Camille acquiesça. À moins que tu ne changes d'avis. Théo, qui écoutait attentivement, intervint d'un ton résolu, il ne changera pas d'avis. Et à ce moment précis, aucune promesse n'avait été faite, aucune larme versée, juste une invitation silencieuse, un murmure qui résonnait dans l'air, « S'il te plaît, reste. » Quelques nuits plus tard, j'entendis Théo marmonner dans son sommeil, des mots tendres, affectueux, parfois même, « Maman Camille. » Ce fut un pincement au cœur, doux et douloureux à la fois, une reconnaissance qui me glaça et me réchauffa en même temps. Lucas, lui, dessina un jour un tableau représentant 4 silhouettes sous la pluie. Papa, Lucas, Théo, et une femme au pull vert olive. Camille l'épingla sur le réfrigérateur, son cœur battant un peu plus vite lorsqu'elle vit le mot « famille » griffonné maladroitement au-dessus. Je commençais à remarquer des petites choses. Des détails insignifiants pour d'autres, mais qui pour moi, prenaient une importance démesurée. Camille épluchait les pommes pour Théo en une spirale unique, exactement comme Anaïs le faisait. Elle se souvenait que Lucas préférait le côté gauche de la table pour pouvoir voir le petit érable à l'extérieur. Personne n'avait jamais donné ces informations à Camille. Elle s'en souvenait, c'est tout. Et d'une manière ou d'une autre, cela signifiait plus que des mots. C'était une présence, une attention, un amour qui ne demandait rien en retour. Un soir, après que les garçons se furent couchés, je portai une tasse de tisane à la menthe poivrée à Camille. « Vous êtes toujours là, dis-je doucement. Même quand personne ne demande. » Pourquoi? Camille sourit, son regard se baissant. Parce que certaines personnes ne devraient pas avoir à mendier pour avoir le droit de rester. Je ne dis rien. Non pas que je n'ai rien à dire, mais il y avait trop de choses que je n'étais pas prêt à admettre. Trop d'émotions nouvelles qui bouillonnaient en moi, trop de peurs anciennes qui commençaient à se dissiper. Mais alors que Camille se levait pour plier la couverture du canapé, je tendis doucement la main et effleurai la sienne.
Camille, murmurai-je. Je suis vraiment reconnaissant que vous soyez venu. Et dans la douce lumière ambrée du salon, il n'y eut aucune déclaration, aucun grand geste, juste une vérité indéniable. Nous n'étions plus des étrangers. Les murs que j'avais construits autour de moi, brique après brique, commençaient à s'effriter, non pas avec fracas, mais avec la douceur d'une neige qui fond au soleil printanier. C'était un sentiment nouveau, fragile, mais si profondément réel. C'est là que tout a commencé, avec une simple photo. Un lundi matin, alors que Camille préparait les crêpes en forme de requin qu'elle avait promises, mon téléphone sonna. C'était Marc, un ami de la presse. Antoine, tu dois voir cet article, tout de suite. L'Écho parisien, un tabloïd parisien connu pour ses scandales, venait de publier un article exclusif, de la nounou à la maîtresse, Camille Lévesque aperçue vivant dans le Penthouse d'Antoine Dubois, valant plusieurs millions d'euros. L'article déterrait le passé de Camille. Ses années en tant qu'institutrice, son départ précipité après un incident non élucidé, incident dont je savais maintenant qu'il était lié à sa défense courageuse d'un enfant vulnérable. Le tout était accompagné d'une série de photos intrusives, volées, Camille faisant des courses avec moi, Camille veillant sur Théo endormi sur le canapé avec une serviette fraîche sur le front, et une photo d'elle entrant dans l'immeuble avec une carte de résident. Les commentaires affluèrent, rapides et brutaux. Le classique, le coup de la nounou qui devient l'épouse. Pas de formation officielle en garde d'enfants, mais elle vit avec 2 gamins. Elle exploite leur deuil, évidemment. La bile me montait à la gorge. Camille découvrit l'article en plein milieu du rangement de la cuisine. Elle resta figée, son téléphone à la main, sa respiration courte. L'écran brillait de son image, dans cette même cuisine, mais déformé par un récit qu'elle ne reconnaissait pas. Je suis entré et j'ai su instantanément qu'elle l'avait vu. Je contacte mes avocats, dis-je, ma voix serrée. Ils ne sentiront pas comme ça. Camille ne parla pas tout de suite. Puis, doucement, je n'ai pas peur d'eux, Antoine. J'ai peur que les garçons entendent quelqu'un dire, la femme en qui vous aviez confiance a menti. Sa voix, habituellement si calme, tremblait d'une douleur profonde, une douleur qui n'était pas pour elle, mais pour mes enfants. Le soir même, l'école appela. En raison de préoccupations de la communauté, Camille était suspendue des allers et retours scolaires jusqu'à nouvel ordre. Lucas demanda pourquoi Camille ne les accompagnait plus. Théo, lui, ne posa pas de questions. Il se contenta d'observer en silence, un silence lourd de sens, de tristesse. Cette nuit-là, Camille était assise dehors sur le balcon, la pluie froide frappant la rampe. Je lui apportai du thé, mais ne dis rien. Nous restâmes en silence, partageant le poids de ce qui était en train de se briser. L'air était lourd d'une tension palpable, et le son de la pluie semblait amplifier le battement de mon cœur, un battement douloureux et impuissant. Le lendemain matin, Camille fit ses valises en silence. Alors que les garçons dormaient encore, elle plaça 2 nouveaux jouets en peluche sur leurs oreillers, l'un portant une cape de super-héros, l'autre un chapeau de détective. Elle laissa une note avec chacun. Je ne vous quitte pas, mais parfois les adultes reculent pour protéger ceux qu'ils aiment le plus. Si vos cœurs ont encore de la place pour moi, je retrouverai le chemin. Je l'arrêtai à la porte. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Tu sais que je n'ai pas vraiment le choix, répondit-elle, les yeux baissés. On se bat ensemble, dis-je, ma voix basse mais ferme. Toi, moi, Lucas et Théo, nous sommes une famille. Une famille à la une des journaux? Camille laissa échapper un rire bref et douloureux. Une photo mal interprétée peut briser un enfant, Antoine. Je ne dis rien. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Merci de croire en moi, murmura-t-elle. Mais cette fois, je pars parce que je les aime trop pour ne pas le faire. Et sur ces mots, elle sortit. Pas de larmes, pas de retour en arrière. La porte se referma derrière elle, me laissant seul avec tous les mots non dits, avec un vide qui me parut plus profond que celui laissé par Anaïs. Le matin suivant son départ, Lucas me demanda « Où est Camille ?» Je serrai les poings. Mais avant que je ne puisse répondre,
Théo sortit de sa chambre, serrant son nouveau doudou contre lui. Je pense qu'elle se souvient encore de nous. Ces mots, prononcés avec une telle innocence, me transpercèrent le cœur. Il ne me fallut pas longtemps pour découvrir qui était derrière l'article. C'était Armand Lefebvre, le PDG d'un conglomérat médiatique rival, un homme que j'avais dénoncé dans une série d'enquêtes sur la corruption 3 ans auparavant. Armand n'eut pas besoin de dire un mot. Je savais déjà que c'était une vengeance. Une vengeance froide, calculée, qui s'attaquait au point le plus vulnérable de ma vie, mes enfants. Ce même jour, je contactai mon avocat, mon équipe de relations publiques et le directeur de l'école de Lucas et Théo. J'avais supporté le silence assez longtemps. Camille Lévesque est la seule personne à avoir ramené la paix dans ma famille, déclarai-je lors d'une brève conférence de presse devant une ancienne salle de rédaction des grands boulevards. Les caméras clignotaient, les micros se tendaient. Ma voix, autrefois si assurée devant l'adversité, tremblait légèrement, non par peur, mais par l'émotion. Elle n'a profité de personne. Elle ne fait pas semblant. Elle aime mes enfants d'une manière que personne n'a jamais fait, pas même moi. Mon court discours devint viral instantanément. Les photos de Camille préparant des viennoiseries, Camille lisant des histoires avant de dormir aux garçons, circulèrent cette fois avec une légende différente, peut-être la seule chose qu'elle ait jamais prise, ce sont les cœurs des enfants. C'était la vérité. La vraie vérité. Camille regarda le clip depuis un petit café du Marais. Elle n'avait jamais imaginé que j'irais en public comme ça. Son cœur se serra, reconnaissant mais aussi effrayé. Elle avait apporté des ennuis dans leur vie. Devait-elle vraiment revenir? L'hésitation était palpable, un combat intérieur entre la raison et le sentiment. La réponse vint sous la forme de 2 messages. Le premier était de moi, si tu penses toujours que tu es une étrangère, regarde juste tout ce que tu as fait pour nous. C'était une invitation, une reconnaissance de sa place, non négociable. Le second était un message vocal que j'avais enregistré pour elle, un message que j'avais composé avec le cœur de mes enfants. J'avais rapporté les mots tremblants de Lucas, Camille, si tu entends ça, s'il te plaît, rentre à la maison. Théo ne parle plus. Et Toby te manque. Dans l'effervescence du café, une larme silencieuse traça un chemin sur sa joue. Elle n'avait pas besoin de mots, seulement de la réassurance que le cœur des garçons n'avait jamais douté d'elle. Aucune logique ne pouvait plus retenir son cœur. Les murs qu'elle avait érigés par sacrifice, s'effondrèrent sous le poids d'un amour si pur, si désarmant. Elle rentrait point ce soir-là, après un léger coup à la porte, j'ouvris. Camille se tenait là, trempée par la pluie, les yeux gonflés mais brillants plus que jamais. Je ne suis pas sûre de devoir revenir, dit-elle d'une voix rauque, remplie d'incertitude. Mais je ne peux être nulle part ailleurs. Je ne dis rien. Mon cœur battait la chamade, une symphonie de soulagement et d'espoir. Je me contentais d'ouvrir la porte plus largement. Théo fut le premier à courir, ses petits bras s'enroulant autour de ses jambes. Lucas suivit, tendant Toby, cette fois vêtu d'une petite écharpe verte qu'ils avaient fabriquée. On l'a fait pour Toby, dit Lucas, la voix pleine de fierté. Pour que tu te souviennes du chemin pour rentrer. Camille s'agenouilla et les serra tous les deux dans ses bras. Vous m'avez manqué chaque jour. Ces mots étaient un murmure, presque une prière, et ils emplirent l'air d'une douceur que nous n'avions pas ressentie depuis bien trop longtemps. L'appartement sembla expirer un long soupir de soulagement. L'air était plus léger. Les lumières de la cuisine un peu plus chaudes. Je m'approchai, me tenant à ses côtés, ne disant rien de plus. Les mots étaient superflus. La scène parlait d'elle-même, une famille retrouvée, un cœur brisé qui commençait à se réparer. Cette nuit-là, une fois que Lucas et Théo se furent endormis, Camille s'assit dans le salon, serrant Toby dans ses bras, ses yeux balayant tranquillement l'espace autour d'elle. Je lui versai du thé et m'assis à côté d'elle. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, dis-je, ma voix grave et posée. Pas de contrat, pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Camille hocha doucement la tête, sa voix tremblante. « Je n'ai besoin de rien, juste d'être ici.
Et pour la première fois, aucun de nous ne se sentit étranger. Ce n'était plus un contrat. C'était un sentiment, une certitude silencieuse que ce lieu, cet appartement, ses enfants, et elle, tout cela était devenu un foyer, un véritable chez-soi. La nuit avançait, et la lune parisienne jetait sa lumière douce sur notre salon. Les ombres s'allongeaient, puis reculaient, emportant avec elles les fantômes du doute et de la solitude. Je regardais Camille, le profil délicat de son visage éclairé par la lueur tamisée de la lampe. Je voyais la paix sur ses traits, une paix qu'elle avait ramenée dans nos vies. Et je sentais, au plus profond de moi, que cette paix, je ne la laisserais plus jamais s'échapper. 6 mois plus tard, plus personne n'appelait Camille la nounou. Non pas qu'elle ait cessé de faire ce qu'elle faisait, mais parce que ce titre ne correspondait plus à ce que nous étions devenus. Elle fut celle qui accompagna Lucas à sa première réunion parents-professeurs, sans larmes cette fois. Celle à qui Théo montra sa première dent de lait perdue. Elle n'était plus une employée, elle était l'encre de notre maison, la lumière qui avait chassé les ténèbres. La bonne nouvelle arriva un matin tranquille, dans une petite chambre d'hôpital baignée d'une douce lumière blanche. J'étais assis à côté de Camille, main dans la main, ma respiration légèrement tendue. Elle était allongée là, les yeux fixés sur l'écran d'échographie où un minuscule battement de cœur pulsait régulièrement, comme un doux coup à une porte sacrée. « C'est une petite fille », sourit la docteure. « Le cœur est fort. Tous les indicateurs sont excellents. » J'exhalais. Non pas sous le choc, mais comme si le monde entier avait retenu son souffle avec moi. Camille se tourna pour me regarder. Son visage n'était pas illuminé comme je l'avais attendu. Il était calme, ému, et rempli de quelque chose de plus profond, une sérénité que je n'avais jamais vue auparavant. Le soir, alors que Camille lisait une histoire pour endormir Lucas et Théo, les garçons montèrent sur son lit, comme c'était devenu leur habitude depuis qu'ils avaient appris l'arrivée de leur petite sœur. Lucas posa sa tête sur le ventre de Camille, sa joue appuyée sur le coussin rond et doux, et murmura, « Tu m'entends, petite sœur? Tu aimes les histoires de requins. » Théo ne dit rien. Il posa juste sa petite main sur son ventre. Après quelques secondes, il sourit doucement et se tourna vers Camille. « Je crois qu'elle sait déjà qui je suis. » Camille sourit, caressant les cheveux de Théo. Puis Lucas dit très doucement, comme si ces mots pouvaient briser quelque chose de fragile, « Maman. » Elle se figea. Son cœur fut transpercé par quelque chose de chaud, pas brûlant, mais tendre, débordant. Théo fit écho, « Bonne nuit, maman. » Personne ne leur avait dit de le dire. Personne ne l'avait répété, mais cela vint naturellement, comme l'amour lui-même. Et Camille comprit qu'elle n'avait pas besoin de papier d'adoption. Elle était déjà leur mère, de la manière la plus pure. Dans les jours qui suivirent, je devins plus silencieux que d'habitude. Je regardais Camille avec le regard d'un homme portant un beau secret. Je gribouillais souvent dans un carnet, consultais mon calendrier, et chuchotais avec Lucas et Théo dans la cuisine. Camille commença à soupçonner que quelque chose se tramait derrière son dos, mais elle ne devina jamais que c'était un plan de demande en mariage, élaboré par un père et ses 2 fils. Lucas dessina la carte de stratégie. Il l'appela « Opération demander à maman de rester pour toujours ». Théo s'occupa des biscuits en forme de cœur. Une semaine plus tard, Camille rentra chez elle après un contrôle prénatal, son ventre désormais visible sous un pull fin. L'appartement était sombre, d'un silence inhabituel. Elle supposa que moi et les garçons dormions. Mais lorsqu'elle alluma la lumière de la cuisine, la pièce s'illumina de guirlandes dorées et douces. Sur la table de la salle à manger reposait une carte, écrite d'une écriture hésitante mais déterminée, « Maman, tu vas rester pour toujours ?» Camille porta sa main à sa bouche. Elle se retourna et vit Théo tenant Toby. Lucas serrait une petite boîte à bagues, le visage à la fois tremblant et fier. Et moi, à genoux sur un genou, les yeux remplis d'une tendre sincérité. « Vous avez fait ce que personne d'autre dans ma vie n'a jamais fait, » dis-je. « Vous avez guéri des blessures que j'avais trop peur d'affronter. Vous n'avez remplacé personne. Vous étiez juste vous, et c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de promesses éternelles, » continuai-je.
Mais si vous nous voulez, laissez-nous être votre famille pour toujours. Camille éclata en sanglots, hochant la tête plus vite qu'elle ne put parler. Je suis avoué au garçon depuis longtemps. Mais l'entendre, c'est encore comme un rêve. Nous avons célébré notre mariage un mois plus tard, dans le petit jardin arboré de notre hôtel particulier, l'endroit même où Lucas et Théo jouaient autrefois à la bataille de Polochon. Cet espace, qui avait été le théâtre de leurs jeux innocents, devint celui du moment le plus paisible de nos vies. Camille portait une simple robe blanche, ses cheveux détachés, libres. Théo dispersa les pétales de papier qu'il avait découpés toute la semaine. Lucas servit de porteur d'anneaux, pour de vrai cette fois, et il ne les fit pas tomber. Il n'y avait pas d'invités lointains, juste quelques amis proches et les yeux de deux garçons qui regardaient leur mère, désormais véritablement leur. Lorsque le pasteur se pencha et demanda, « Lucas et Théo, êtes-vous d'accord pour que Camille devienne votre maman ?» Lucas cria, « Oui, monsieur. » Théo serra fermement la main de Camille. « Je crois que petite sœur est d'accord aussi, » dit-il, avec une innocence qui nous arracha un rire. Les rires se mêlèrent aux larmes. Ce soir-là, toute la famille était assise ensemble sous les lanternes en papier. Camille posa une main sur son ventre, où un petit cœur grandissait, enveloppé d'amour. Je posai doucement ma main sur la sienne. J'ai cru que nous avions tout perdu. Camille reposa sa tête sur mon épaule. Mais alors nous avons tout retrouvé et même plus. Lucas se recroquevilla sur ses genoux. Théo s'endormit à côté de Toby. 4 âmes, désormais une seule famille. Aurore naquit un matin de printemps tranquille sous un ciel qui semblait inhabituellement doux pour Paris. Camille était à bout de souffle, le front moite de sueur, mais ses yeux ne quittaient pas la minuscule silhouette, poussant son premier cri dans ses bras. J'étais assis à côté d'elle, lui serrant la main. Mais mon cœur avait explosé au moment où la docteure avait dit, une petite fille en pleine santé. Mère et enfant vont parfaitement bien. Camille regarda la petite créature s'agiter doucement, ses petits poings serrés comme si elle essayait de s'accrocher à son premier goût de lumière. Le moment semblait suspendu, comme si le monde s'était arrêté pour assister à un commencement. Camille sourit, sa voix tremblant de joie et de larmes. « Bonjour, Aurore. » Je clignai des yeux. « Aurore. » Camille hocha la tête, fixant toujours notre fille. Un autre petit rayon de soleil. Je répétai le nom, le savourant comme une promesse. « Aurore. » Et quelque chose en moi s'adoucit complètement, absolument. 2 jours plus tard, Lucas et Théo furent amenés dans la chambre d'hôpital. Ils se figèrent sur le seuil. « Elle est si petite, » murmura Lucas. « Plus petite que Toby ?» demanda Théo. Camille rit doucement et plaça Aurore dans les bras de Lucas. Il s'assit droit, les mains tremblantes, mais la fierté brillait dans ses yeux. « Bonjour, Aurore, » dit-il. « Je suis Lucas. Tu vas adorer les requins. Crois-moi. » Théo s'avança, avec précaution, posant un petit linge sur sa petite sœur. Elle a froid. C'est la couverture qu'elle utilisait quand elle était dans le ventre de maman. Camille et moi échangeâmes un regard. Pas de mots, juste une compréhension partagée née de la perte, de la guérison, de l'amour. Quelques semaines paisibles passèrent, remplies de berceuses, de tétées nocturnes et de sourires somnolents. Puis, un après-midi doré, toute la famille se réunit dans le jardin, l'endroit même où nous nous étions promis l'éternité. Le ciel était dégagé, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, transformant les cheveux d'Aurore en soie dorée. Camille était assise sur le banc, berçant Aurore dans ses bras. Le bébé dormait paisiblement, ses petits doigts serrant la chemise de sa mère comme si le vent pouvait l'emporter. Je m'assis à côté d'elle, mon bras doucement enroulé autour de Camille. Lucas et Théo couraient en cercle dans le jardin, lançant les avions en papier qu'ils avaient fabriqués ensemble ce matin-là. « J'ai cru que nous avions perdu la meilleure partie de la vie, » murmura Camille. « Et puis Aurore est arrivée, » dis-je, « et tu as ramené la meilleure partie. » Nous ne dîmes rien de plus. Nous n'en avions pas besoin, car en cet après-midi unique, enveloppé de soleil, de vent et de rire,
il était clair que notre histoire ne portait pas sur ce que nous avions perdu, mais sur tout ce que nous avions trouvé. Et le monde, enfin, se sentit à nouveau entier. Car parfois, la véritable richesse d'une âme réside moins dans ce qu'elle possède que dans ce qu'elle partage, et la force d'un foyer se mesure à la profondeur des liens tissés par le cœur, bien au-delà des conventions ou des attentes. Article pour les parents, la valeur d'un parent n'est pas de tout savoir, mais d'accepter l'aide et d'aimer avec une humilité sincère. Lucas et Théo, eux, ont découvert que le courage ne consiste pas à fuir la douleur, mais à accueillir la vérité et à ouvrir son cœur à un amour nouveau, pur et sans fard, un amour qui pense les plaies les plus profondes. Article pour les enfants, le courage d'affronter la vérité, et d'apprendre à aimer avec honnêteté. Quant à Camille, elle a incarné une vérité éternelle, que même dans une société souvent aveuglée par les apparences et le cynisme, la simplicité de la vérité et la pureté de la conscience sont les trésors les plus précieux. Capable de déjouer les mensonges les plus retors et de redéfinir le véritable sens du mot « foyer ». Article sur la nature humaine, la valeur de la vérité et de la conscience dans la société moderne. Camille Lévesque n'est pas arrivée pour remplacer quiconque. Elle est venue pour aimer, avec une discrétion et une intégrité absolue. Elle n'a fait aucune grande promesse, mais elle a tout donné. Elle n'a pas cherché à impressionner. Elle s'est simplement montrée, non pas avec des miracles, mais avec des moments, avec sa présence, sa patience, son attention. Pour Antoine, Lucas, Théo et bébé Aurore, Camille n'était pas seulement la nounou. Elle est devenue le foyer. Elle est devenue leur calme, leur lumière, leur famille. Parce que parfois, un étranger devient celui qui redéfinit ce que chez soi signifie vraiment. L'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être réel. Et la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de qui reste, qui écoute, qui choisit de ne pas s'en aller. L'histoire de la famille Dubois se termine ici. Que pensez-vous de la décision de Camille? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours attentivement. Si cette histoire vous a fait réfléchir ou ressentir quelque chose, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un que vous savez qu'elle touchera, et de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du cœur humain. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre, ou celle qui résonnera le plus profondément en vous.